Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler, comme l'a dit Balthazar, on va parler de comment définir l'expérience utilisateur de son produit, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Donc rapidement, qui on est? On s'appelle Pello Studio. On est un studio de design et on travaille quasiment exclusivement avec des startups, des entrepreneurs. Ça fait un peu moins d'1 an qu'on existe. Donc on est trois designers venant de la même école à Nantes. On a fait nos chemins, etc. Et en début d'année 2015, on s'est dit, bon allez, on va faire quelque chose, on va aller aider les startups à développer des produits qui marchent. Via justement l'éducation sur les process de user experience, etc. Et communiquer aussi sur le fait que le design, et ça va être un peu le fil rouge de notre présentation, le design c'est pas que du visuel, c'est pas faire une belle landing page, c'est faire une landing page qui marche, par exemple. Donc première grande partie, d'abord c'est pourquoi on parle de produits et de user experience, d'expérience utilisateur. Il y a une très belle phrase qui vient de Aaron Walter, le directeur of UX chez Mailchimp, qui dit il n'y a pas de place aujourd'hui pour des produits qui ne marchent pas et avec une expérience qui est super galère. C'est vraiment un point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, on a des outils, une startup qui commence, il va faire du growth hacking, il va monter une landing page, etc. Il va faire du marketing, il va builder une tech, etc. Mais aujourd'hui, un des éléments différents, enfin, si on prend deux produits, je sais pas, par exemple 2 apps de paiement, l'un des facteurs qui va faire que les utilisateurs vont déjà venir sur ton app et ensuite rester et pas aller chez le concurrent, ça va être l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si j'arrive sur l'app, que l'onboarding il est super friendly, il m'explique bien comment ça marche, ensuite j'arrive sur l'app et tout coule de source, concrètement j'ai aucun intérêt à aller télécharger une autre app pour aller encombrer mon home screen de mon iPhone. On va vous passer juste un trailer d'un documentaire qui a été fait par InVision, qui est un des outils un peu phares maintenant et un peu clé, obligatoire pour les designers. Donc c'est une plateforme où en fait on peut créer des prototypes cliquables, etc. Et eux ils sont très dans la diffusion et la bonne parole à propos du design. C'est-à-dire qu'ils ont fait un outil pour les designers pour améliorer les process, etc. Et donc en fin d'année ou début d'année prochaine, ils vont sortir un documentaire qui s'appelle Design Disruptors, où en fait ils expliquent bien ô combien c'est important d'avoir une équipe de design ou de s'entourer de designers, etc. Et ce facteur-là, c'est ce que je disais juste avant, que le design, en fait, c'est une arme de destruction massive pour sortir l'un des meilleurs produits que tu puisses sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un des éléments de concurrence hyper puissant. Donc on va montrer le trailer. Est-ce qu'on a du son? People look around and they realize that we are living in what's essentially revolutionary times. Over the last 5 years, there's been several billion-dollar companies started by designers, and that's a new phenomenon. Companies are starting to get closer to the idea that if you can create an amazing experience, it's going to help improve your business. Engineers think about computers and think about systems. Does this actually functionally work? Where designers have to think about people and their emotional state and their quirks and idiosyncrasies. At its best, design is human. It's not about, does it have drop shadows? Is it pretty? It's more about the connection I have to it. When we think about designing products, we're trying to tap into things that are natural and to like and share things. These are things that existed well before Facebook did. We are just in the infancy of developing a whole language around gestures. The first time that I zoomed, it was like, oh, fantastic. I almost want to get to a point where I can caress products because that's humane. I don't click people. We're going to draw 3 panels of a solution. What we want to do is think about how a user is actually going to navigate through an interface. We can quickly build stuff and test it with users, so we'll know when something as subtly has changed about our environment and a new thing is possible. And that's when you can be very, very powerful, very dangerous to the incumbents. Even the best companies in the world that just have amazing processes, they're vulnerable if they haven't thought about design. There's less space today for a clunky, painful experience.
people have choice now. If they open it up and in a few seconds they don't immediately understand the value, they're done. I think at the end of the day, what we really want to know is how big of a human problem are we solving? The questions now aren't, can we build it? Because more and more the answer is yes, we can build anything. The question is, what is the future that we want to build together? For me, that's the power of design. Donc, c'est du coup un trailer d'un documentaire qui va sortir là, dans les prochains mois. Je ne sais pas si vous m'entendez. Plus près? Ah ouais, ok. Merci. Donc ouais, c'est un documentaire qui va sortir, donc je vous invite à suivre un peu, parce que ils expliquent beaucoup de choses dans lesquelles on croit, et ils mettent des mots sur ce qu'on observe aujourd'hui, qui est, on n'a plus, les utilisateurs sont beaucoup moins indulgents avec les applications qui vont pas très bien fonctionner. On est les premiers, dès qu'on a une application qui crache ou qui est pas bien faite, on se dit ok, c'est pas grave, je vais en trouver une autre. Il y a des startups entières qui sont basées là-dessus. Donc le meilleur exemple souvent c'est Captain Train, qui est le gros de ce qu'ils apportent. C'est finalement une meilleure expérience que va apporter Voyage SNCF. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir important, et de plus en plus on se rend compte que le design, c'est une arme qui est au service du business. C'est pas juste on va protéger l'utilisateur, et nous on n'est pas en train d'expliquer que il faut penser utilisateur et comme s'il y avait une pensée utilisateur et une pensée business. C'est beaucoup plus, le design va renouer le business avec la pensée utilisateur, et se dire si mon utilisateur est plus content, s'il passe plus de temps sur ma page et qu'il va parler de mon produit à côté, eh ben, c'est sûr que ça va être bon pour mon business. Donc c'est en ce sens-là que nous on partage une vision qui est vraiment le design au cœur de la réflexion et comme outil pour se développer. Très bien dit. Donc grosso modo, ce qu'on note, c'est quand nous on rencontre des startups avec qui on travaille, c'est qu'en général ils sont très préparés sur beaucoup de choses. Donc ils ont en général un peu commencé à penser comment ils allaient faire leur business, comment ils allaient développer leur techno, enfin leur application, comment ils allaient aller acquérir de nouveaux utilisateurs à travers la growth hacking, etc. Quel network ils allaient viser, etc. Quel event ils allaient faire. Et du coup, très rarement, ils arrivent, ils se disent bah non, c'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé sur la partie design. C'est pour ça que nous, on existe aujourd'hui. Mais on est persuadé que de plus en plus, ça devrait faire partie un peu de la tool belt de l'entrepreneur. C'est de commencer à penser à toutes ces choses-là et de commencer au début du process de création d'une startup, d'intégrer une partie design. Donc, que ce soit un advisor, que ce soit juste des cours en ligne ou ce genre de choses, commencer à l'intégrer sur la startup checklist. Allez. Il y a un bon exemple. Bon, du coup, c'est pas une startup, c'est plus loin d'une startup, c'est une grosse boîte, mais c'était Virgin America qui, il y a quelques temps de ça, a fait une refonte complète de leur plateforme de booking en ligne. Et c'était assez incroyable parce que c'était l'un des premiers sites depuis longtemps de booking en ligne qui clairement et visiblement avait fait appel à des designers pour créer l'expérience. C'est-à-dire qu'on est passé de ça, qui ressemble clairement à tous les sites de booking en ligne, à quelque chose comme ça, où clairement on voit la direction qu'ils ont prise. C'est-à-dire ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'un utilisateur vient faire sur ma plateforme pour prendre ma plateforme Virgin America. Ils viennent commander des tickets d'avion. Donc la première chose qu'on leur montre en gros et vraiment en explicite, c'est combien vous êtes, où vous allez, d'où vous partez et où vous allez. Et boum, on va sur l'expérience. Là, clairement, on se rend compte que le design est au service du process de booking. Ils ont évidemment redesigné le process, donc il y a moins d'étapes. Les étapes sont moins difficiles à réaliser. Et le design va venir maximiser cette transformation-là. Les informations sont beaucoup plus claires. On a enlevé toutes celles qui venaient polluer visuellement le but premier. Et du coup, à la fin, on montre quelques stats, mais le résultat, c'est que Virgin America a réussi à transformer plus 10% de leur trafic en achat de billets d'avion. Donc c'est des vrais, les modifications en termes de design ont des vraies conséquences sur le business derrière. Donc c'est en ça que c'est une arme pour se développer.
quand on préparait la présentation, on discutait entre nous. Et c'est vrai que souvent, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir quelque chose de plus joli, quelque chose de plus attractif pour avoir de l'acquisition. Et par exemple, l'exemple de Virgin America, ce que ça montre, c'est que le design est aussi au service de la rétention. C'est-à-dire que si c'est joli, ça va attirer les utilisateurs, mais derrière, si ça marche bien et que ça sert le but premier de l'application, les gens vont rester. Et les gens vont rester et potentiellement, ils vont acheter. Et en un sens, le design, c'est aussi un peu de la technique, parce qu'en repensant les interfaces, on se rend compte qu'on est capable d'alléger le site et du coup d'alléger le temps de chargement. Et puisqu'on ne raconte pas des informations qui ne vont pas intéresser l'utilisateur, on n'a pas besoin de les charger. Et du coup, on est plus rapide, on est plus efficace au moment du chargement du site et le passage entre les différentes pages. Ok, donc du coup, deuxième partie, on va un peu plus rentrer dans la définition de ce que c'est. L'expérience utilisateur, on en parle depuis tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? On va essayer de l'expliquer de la manière la plus simple. Nous, si on devait illustrer ce qu'est l'expérience en général, c'est ce qui se passe entre un produit et un utilisateur. Donc un produit tout seul n'a pas d'expérience, un utilisateur tout seul n'a pas d'expérience. À partir du moment où on me donne cette télécommande, il va se passer quelque chose. Et il va se passer du ressenti, il va se passer est-ce que je comprends comment ça marche? Est-ce que l'outil est explicite? Est-ce que je prends un plaisir à l'utiliser? Est-ce qu'à un moment donné, je suis perdu? Comment est-ce que j'interagis avec ce produit? Et l'expérience, c'est vraiment toute cette partie-là. C'est souvent quelque chose que nous, on travaille, parce que pour nous, c'est aussi important que le produit. Quand on travaille sur des interfaces, on travaille énormément sur l'expérience. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des designers. Souvent, c'est du bon sens. Souvent, c'est se poser les bonnes questions. Et souvent, c'est avoir une espèce d'honnêteté par rapport au produit et être capable de dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Essayer de ne pas être biaisé parce que c'est notre produit. Pour présenter un peu plus comment est-ce que le système fonctionne, quand on est dans une organisation avec plusieurs produits, qui est souvent le cas quand on monte une startup, c'est qu'on a soit une application, mais souvent on va avoir une newsletter qu'on va envoyer aussi, on va avoir un site web, donc il va aussi se passer des choses sur le site web. Et du coup, nous, on identifie deux types d'expériences, ce qu'on appelle UX, User Experience. Donc expérience macro, ça va être dans l'organisation globale, si je passe de l'application au site web et qu'après j'appelle l'outline et que je reçois une newsletter, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je peux illustrer l'ensemble de cette expérience-là. Donc ça va être l'expérience macro qui a beaucoup de sens quand on parle de service. Par exemple, je ne sais pas si vous utilisez Autolib, mais il y a clairement des gens qui ont réfléchi à qu'est-ce que je fais sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais sur la borne, qu'est-ce que je fais dans la voiture. Donc tout ça, ça va être de l'expérience macro. Et ensuite, il y a l'expérience micro, où là, on va plus être sur vraiment l'interface ou l'ergonomie de la télécommande. Ça, c'est de l'expérience micro, puisque je suis en train d'utiliser juste le produit. C'est une expérience qui est vraiment attachée au produit, là où l'expérience macro, elle est attachée plutôt au service que vous rendez. Et nous, dans une approche, donc, une approche de designer, nous, ce qu'on nous a toujours appris en école et que maintenant on raconte aux gens, c'est que la manière la plus évidente de répondre, de concrétiser une expérience, c'est en partant de l'utilisateur, en identifiant ses besoins. C'est des choses, je suppose, que tout le monde vous raconte, mais identifier ses besoins, identifier ses problèmes, et adapter l'expérience et du coup le produit à l'utilisateur, et pas sortir à l'inverse. Souvent, quand on lance des produits, on lance des boîtes, on a tendance à se dire j'ai une idée géniale, ça va être une application qui fait ça, avant de se dire, mais en fait, quel est le problème que je vais résoudre, qu'est-ce que mon utilisateur n'arrive pas bien à faire, et du coup, peut-être que la réponse ce sera une app, peut-être que c'est autre chose, peut-être que la réponse ce sera juste un numéro, parce qu'en fait, la meilleure réponse à apporter à ce problème-là, c'est un numéro. Donc, c'est pas évident à faire ce switch-là, parce que souvent les deux arrivent en même temps, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de se forcer à faire, et c'est toujours plus simple de penser au problème qu'on va résoudre, plutôt que de penser au produit qu'on va essayer de caler sur un problème existant. Un exemple, on a aussi une vidéo pour parler de cet exemple-là. C'est un travail qui a été fait par l'agence IDEO, donc une agence hyper connue internationale qui fait du design global en tout genre, et BVA, donc qui est une banque. Et en fait, ensemble, ils ont redesigné l'expérience de retrait d'argent. Et on peut lancer la vidéo parce que le texte, c'est pas. Non, on n'a pas. C'est pas très grave le son. Et dans cette vidéo, c'est évident que dans leur process,
ils se sont beaucoup plus attardés aux craintes des utilisateurs quand on retire de l'argent, qui vont être des craintes de privacy, qui vont être des craintes de j'ai pas envie que derrière il y ait quelqu'un qui me vole ma carte. Et ils ont d'abord repensé à ça avant de repenser aux interfaces ou avant de redesigner le produit. Donc vous verrez en fonction. En fait, mets un petit peu de son parce que en fait ça peut avoir du sens. EA was not how to further automate the teller, but rather how to humanize the machine. We started by observing people and their banking experiences. Donc, point de départ, c'était observer comment est-ce que les gens utilisent, c'est quoi leurs freins, et comprendre l'existant. On fait pas mal de prototypes, donc vous voyez des prototypes un peu dégueux avec du carton, parce que c'est pas ce qui importe à cette étape-là. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, c'est dans l'expérience un peu spatiale, ils ont simplement tourné le distributeur, donc on n'a plus les personnes n'arrivent plus par derrière, les personnes vont arriver sur le côté, donc ça permet de pouvoir voir le client suivant, enfin la personne suivante, on peut la voir, on est sûr qu'elle va pas nous voler nos coordonnées. Après évidemment ils ont retravaillé le produit pour qu'il soit plus agréable à toucher, et un plus grand écran. Et après ils ont fait le travail du coup sur les interfaces, pour que les interfaces soient plus explicites et que les informations soient plus lisibles. Mais il y a vraiment eu un travail initial qui était quelles sont les craintes et quels sont les problèmes liés au retrait d'argent avant de commencer à travailler sur l'interface. Parce que ce n'est pas l'interface toute seule qui va résoudre le problème, c'est probablement une compréhension globale de cette expérience. En gros, pour essayer de résumer tout ça, c'est très important de ne pas construire une expérience utilisateur seule dans son coin. Il faut se dire que cette expérience utilisateur, elle s'inscrit dans un contexte. C'est-à-dire qu'on utilise une certaine app, un certain système dans un certain contexte. Et c'est encore plus important quand on parle avec des objets connectés ou ce genre de techno. C'est toujours dans un environnement. Et c'est très bien de commencer, et on en parlera, de wireframer ses interfaces, de penser son service, mais c'est très important au début du projet de l'intégrer dans un contexte. Voilà, on reviendra un peu plus en détail là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut marteler. Là, par exemple, une autre chose qu'ils ont réussi à résoudre, c'est toute la question de je ne sais pas exactement ce que je vais avoir comme petite coupure ou comme je ne sais pas s'il va me donner un billet de 50 ou si je vais avoir plusieurs. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient en avant le côté visuel. Dès le début, je vois mes billets qui sont du coup schématisés sur l'interface, mais je comprends quand ils vont arriver, je comprends à quoi ils vont ressembler. Et en fait, c'est tout ce travail qui ensuite a l'idée le développement du produit. Donc c'est des personnes qui n'ont pas commencé à construire quoi que ce soit avant de se dire ok, on sait à quoi est-ce que ça va ressembler. Tu parlais d'utilisateurs, etc. tout à l'heure. Un truc qui est important et que nous on essaie de ressasser quand on travaille avec des startups qui nous parlent d'aller faire des tests avec des utilisateurs, etc. Souvent, un bon moyen de casser son expérience utilisateur, ça va paraître bizarre de dire ça, mais c'est d'écouter ses utilisateurs. C'est-à-dire que souvent, quand on va présenter un produit, les gens ils vont faire « Ah, c'est cool, ce serait cool si… » et ils vous donnent une liste de features. Voilà. Et en gros, si le meilleur moyen de casser son expérience, c'est de prendre ces listes de features et de directement les mettre dans sa roadmap. Alors qu'en vrai, il vaut mieux aller voir ses utilisateurs, les faire tester, ça c'est important, des utilisateurs ou même juste des tests auprès des amis, de la famille, etc. Mais c'est plus important de leur demander, ok, où est-ce que tu as souffert dans le process, où est-ce que ça n'a pas marché. C'est cool si tu as des idées, mais je ne vais probablement pas les écouter. Je vais plutôt prendre les points où ça n'a pas marché, parce que ça c'est vraiment intéressant, c'est de la matière où sur mes maps de process, comme parlait Balthazar, je vais pouvoir dire, ah, ok, ce bloc-là il n'a pas marché, donc on va le changer. Plutôt que d'ajouter des blocs, c'est plus intéressant souvent de les retravailler, de retravailler l'existant. Zapette. Tiens. On a mis quelques slides. J'ai laissé Alexis expliquer en fait, vas-y. Ouais. Du coup, donc ça c'est encore, on essaie de rabâcher un peu un message. Souvent, donc
Comme je disais tout à l'heure, on fait appel à du design quand on va voir quelque chose qui claque, pour faire une grosse campagne derrière, pour dire voilà, on a fait une refonte de notre site web, etc. Venez. Donc souvent, ça c'est un peu l'attente qu'on a des designers. Nous, ça nous arrive, c'est-à-dire qu'on veut des trucs hyper stylés, des trucs qu'on peut mettre sur Dribbble, qu'on peut communiquer, avoir des super beaux visuels. En réalité, la plupart du temps de nos journées, c'est beaucoup moins sexy. C'est des feuilles de papier, c'est des gribouillis, on surligne vite fait pour mettre des couleurs et dire bon bah ça c'est ça, ça c'est ça. Et en fait c'est design dans le sens premier, c'est concevoir, et en vrai c'est le sens premier de concevoir une expérience utilisateur, c'est des systèmes, c'est qu'on construit des systèmes, on construit des building blocks qui vont se connecter entre eux, etc. Et si la mécanique elle tourne bien, potentiellement vous pouvez mettre n'importe quelle couche graphique avec des styles complètement différents, vous pouvez avoir des fleurs, vous pouvez avoir des carrés rouges, si derrière la mécanique elle est bien huilée, ça va marcher. C'est les 4 grands piliers, c'est-à-dire que quand vous dites ok bon bah maintenant je suis un peu convaincu, je vais intégrer du design dans mon process, dans ma startup, etc. Il y a 4 grands piliers, il y a ces 4 grandes étapes, couches. C'est d'abord on va essayer de comprendre le besoin, donc on va aller voir des utilisateurs, on va vraiment faire une étude du marché, des utilisateurs, qui ils sont, de quoi ils ont besoin, quand est-ce qu'ils souffrent au moment des process, etc. Ensuite, ce que je disais juste à l'instant, c'est qu'on va construire des building blocks, on va faire des systèmes, on va connecter des grandes étapes entre elles, et on va dire, ok, bon bah là ça marche à peu près, là ça marche super bien, et là par contre ça marche pas du tout. Donc comment on réajuste? Ensuite, on va s'intéresser aux interactions. C'est là où on va passer sur la partie wireframe. On va faire nos maquettes de produits. On en parlera en détail tout à l'heure, etc. On va voir les interactions entre les écrans ou entre les différents produits et apps, etc. Et là, on va voir, ok, bon, bah là, ça marche bien. Là, on peut améliorer. Et après, hop, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les mains de Friends and Family and Fools qui sont là, ok, et qui vous donnent des retours. Et ensuite, à la fin, là on se fait plaisir et on balance une couche graphique pour rendre le truc attractif et avoir de l'acquisition, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, la partie intéressante, c'est qu'on va vous dire comment le faire, comment faire tous ces concepts, ces beaux concepts de ok, on va rendre nos utilisateurs heureux. C'est bien gentil de le dire, mais faut derrière, il y a quand même des grandes étapes à faire. Première grande chose, c'est de contextualiser les usages. J'en parlais tout à l'heure, faut vraiment, ok, moi je crée un service, je crée un service de paiement, dans quel contexte il s'inscrit. L'année dernière, au début de Pelo Studio, moi j'étais pas là, mais Guillaume et Raman ont travaillé sur un projet qui était un système de paiement type Lydia, etc. Mais juste entre amis, globalement c'était comment on rembourse nos amis. Et ça, il y a eu un gros travail de réflexion. Je sais pas, tu veux peut-être en parler un peu? Je pense que c'est intéressant. Oui, donc rapidement, on n'a pas de visuel parce que là-bas je pensais pas en parler, mais on a travaillé du coup sur cette application qui s'appelait Gorup et qui permettait de se rembourser entre amis. Et en fait, le point de départ, c'était de se dire, il y a beaucoup d'applications qui existent, qui me permettent de mieux calculer ou qui me permettent de faire des paiements directement depuis l'application, mais toutes ces applications partagent la même friction qui est à la base, il faut que ce soit une entrée manuelle pour déclarer le montant que j'ai payé avec les différentes personnes. Et donc on répondait à un concours avec la Deutsche Bank, et on s'est dit, si une banque l'intègre, on va pouvoir récupérer l'ensemble des transactions qu'il y a sur la carte bancaire, et il faudra simplement dire cette transaction, elle a été faite avec ces personnes-là. Donc on n'a plus besoin de se souvenir quel est le montant, où c'était, avec qui c'était que je voulais partager. On a simplement à regarder ses dépenses et se dire, cette dépense-là, c'est quand j'ai payé des coûts à tout le monde, et du coup cette dépense, je l'assigne à ces personnes-là. Et du coup, puisque c'était une application qui venait d'une banque, c'était plus simple après derrière de pouvoir se rembourser, et on n'avait pas de système de RIB, on n'avait pas de système d'ajout de carte parce que tout était fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé
on a identifié dans l'expérience actuelle où étaient tous les freins. Donc les freins qui sont, on n'aime pas demander à ses potes de nous rembourser, on n'aime pas se battre pour quelques petits centimes, on a toujours peur d'oublier un montant ou pas. Et on a essayé d'identifier tout ça et de voir comment est-ce que nous, on pouvait y répondre. Donc par exemple, demander à des amis, d'un coup c'est devenu des notifications qui sont envoyées par l'application, donc qui ne sont pas perçues comme le copain qui veut absolument se faire rembourser et qui est un petit peu chiant à la longue parce qu'il demande tout le temps. Et d'un coup, c'est une notification comme regarde cette nouvelle information, parce que notification qui vient du système, donc elle n'est pas perçue pareil. Donc nous, on a identifié ces usages et c'est comme ça qu'on est arrivé à développer, à designer l'application finale basée principalement sur les frictions qu'aujourd'hui proposait le système actuel, même avec les applications qui permettent de se rembourser. Donc c'est souvent un bon point de départ. Nous, on travaille très peu avec, chez Bello Studio, on travaille très peu avec des cahiers des charges. En général, on commence tous les projets par des workshops, et pendant ces workshops-là, on va poser toutes ces grandes questions, puisque définir son expérience utilisateur, ça passe par utiliser les bons outils, on va vous en présenter quelques-uns, mais ça passe aussi par, je vous parlais d'honnêteté tout à l'heure, mais aussi d'une compréhension très précise du contexte dans lequel vous vous inscrivez, savoir exactement qui sont vos utilisateurs, où est-ce qu'ils se bloquent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi l'expérience que je peux avoir aujourd'hui si je veux réserver un billet de train, j'ai pas différents choix, et puis quand je vais sur le site Voyager SNCF, quelles sont les informations qu'on me demande, où est-ce que c'est des pain points, où est-ce que c'est des points de souffrance, et où est-ce que ça passe assez bien. Idéalement, copier les trucs où ça se passe assez bien, parce que il n'y a pas beaucoup d'intérêt de réinventer la roue, et concentrez-vous sur ce que les autres font mal, et si vous arrivez à faire ça un peu mieux, d'un coup, votre expérience, elle va être beaucoup plus fluide, et réussir à apporter des vraies réponses et à creuser ces différents points, c'est crucial pour pouvoir après derrière proposer une bonne expérience. Vous ne pouvez pas proposer une bonne expérience sur une analyse un petit peu superficielle de votre contexte et de vos utilisateurs et des problèmes que vous essayez de résoudre. Ça, c'est un peu un template qu'on a, nous, quand on commence des projets, c'est-à-dire qu'on commence toujours avec un workshop où on pose ces questions, comme ça, on les pose une par une. Mais derrière, c'est pas non plus facile d'obtenir une réponse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Vous avez bossé sur votre produit depuis 1 an, etc. Vous avez eu tellement d'input de partout que ça peut être un peu confus et un peu difficile de répondre comme ça de but en blanc. Mais par exemple, si on prend un cas existant, juste pour faire une petite démonstration rapidement, Captain Train, donc c'est un peu dur parce qu'on va parler en leur nom, donc ça se trouve on n'a pas forcément vrai. Mais juste pour l'exercice, donc Captain Train, tout le monde est d'accord avec ça. Commander un ticket de train sur la SNCF, c'est lourd, ça prend du temps. Il enregistre pas souvent mes données et je suis toujours obligé de refaire les mêmes process. Donc ça, c'est le statu quo. C'est genre, il faut que ce soit très simple. Il faut que le problème que vous essayez de résoudre soit, vous essayez de raccourcir. En gros, c'est la proposition de valeur. Il faut essayer de la raccourcir au maximum pour qu'elle ait de l'impact et qu'elle soit surtout très compréhensible. Donc, booker un ticket de train, c'est chiant aujourd'hui. C'est le statu quo. Ensuite, qui sont mes utilisateurs? Qui est mon utilisateur? Typiquement, là, c'est un peu plus compliqué à répondre pour Captain Train, mais globalement, c'est le jeune qui a son smartphone, etc., qui est prêt à aller dans ce sens-là. Je pense pas que ma mamie, même si elle prend le train, elle irait sur Captain Train. Comment ça se passe aujourd'hui? Là, typiquement, on va sur la voyagesncf.fr et on teste, on fait OK, comment ça se passe si sur 3 semaines je fais Paris-Nice, voilà, est-ce que le site il enregistre mes données, etc. On établit toute cette map-là. Donc on va vous parler de map d'expérience, on le montre juste après, donc ça va être ça. Ensuite, quels sont les points de friction? Là, on prend un stylo rouge. Balthazar parlait d'outils tout à l'heure. Nous, on le fait sur papier. Mais vous, si vous pouvez le faire via n'importe quel média, ça peut être Keynote, ça peut être PowerPoint, papier ou Lucidchart. Et là, on met en rouge tout ce qui se passe mal. Et ensuite, on se dit, OK, c'est quoi le cas principal? Donc sur Captain Train, aujourd'hui, ils pourraient faire la même chose pour quand j'arrive, j'ai un hôtel, etc. Mais non, ils ont décidé de se concentrer sur le fait que je fais Paris-Nice. Si je le fais 3 fois, je serai capable en 2 clics de commander 3 fois le même ticket et ça ne me prendra pas beaucoup de temps.
Donc voilà, donc ça c'est important. Souvent on parle à des startups qui disent ouais, mais qu'est-ce qui se passe si en fait le mec il veut arriver, il veut commander un autre ticket de train ou un ticket de bus ou un hôtel pour rester dans la ville. Oui, mais c'est quoi le use case principal? Qu'est-ce que ton utilisateur il vient, pourquoi il s'inscrit, pourquoi il clique sur le bouton au départ, vraiment au tout départ? Il s'inscrit pour acheter un ticket de train. Donc concentre-toi, fabrique ton expérience sur le ticket de train et ensuite tu verras, une fois que tu auras 5 millions d'utilisateurs pour un peu diversifier ton truc. Cette partie, elle s'intéresse à comment est-ce qu'on peut soigner son expérience utilisateur. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 outils qui peuvent aller, on a une espèce de petit style graphique qui montre qu'on va vers plus de précision. C'est pas toujours le cas, mais en général ça l'est. On a des expériences maps. Donc vous allez voir, c'est des schémas, vous en faites sûrement des enchaînements, des systèmes. C'est très macro, c'est ce qu'on tout à l'heure sur la partie 2, c'est ce qu'on appelait l'expérience macro. Vraiment, on va regarder, on va survoler l'état de fait de notre service, ce qu'on propose dans sa généralité, sans aller dans le détail du bouton, etc. C'est vraiment, on a une overview de notre produit et on sait justement dans quel contexte on va s'imbriquer. C'est hyper important pour avoir une incarnation du contexte dans lequel vous appliquez. En général, on sait qu'on veut proposer un service qui fait ça, mais on ne sait jamais trop comment est-ce que ça s'organise, comment les features s'organisent entre elles, comment les produits parlent, à quel moment dans le parcours. Donc c'est ça qu'on va voir. Ensuite, on a les storyboards qui sont un peu plus précis et qui vont pouvoir rendre compte de l'utilisation soit d'un produit physique ou soit d'un produit spatial. Si je veux redesigner le parcours dans un centre commercial, il y a de grandes chances que les storyboards m'aident à comprendre où est-ce que sera mon client, qu'est-ce qui se passe quand mon client est à la caisse, qu'est-ce qui se passe quand mon client rentre dans le magasin, qu'est-ce qui se passe quand mon client essaie de prendre un produit. Et ensuite les wireframes, donc, qui permettent de construire, qui est un peu le squelette de toute interface web ou mobile. On y viendra après, mais du coup pour commencer sur l'expérience map, est-ce que je peux avoir la... Merci. On a pris un exemple qui est hyper intéressant, qui a une expérience map faite par Starbucks et qui concerne les utilisateurs qui vont au Starbucks pour travailler / prendre un café, qui fait une grosse partie de la cible de Starbucks. La partie la plus importante et la première à regarder, je dirais, c'est celle-là. C'est toute la ligne qui prend l'utilisateur au début. Donc vous voyez le premier point, c'est je discute avec ma team pour trouver un coffee, pour trouver un endroit pour boire du café juste à côté de chez moi, et c'est la première partie de l'expérience de Starbucks. Ça ne se passe pas encore à Starbucks, ils sont probablement pas encore en train de parler de Starbucks, mais pour Starbucks, c'est là que ça commence. Ça veut dire que potentiellement, derrière, il y a des gens qui se sont dit il faut qu'on soit référencé sur Yelp, sur Google Maps, il faut qu'on soit visible sur ces plateformes-là, parce que l'utilisateur qui va venir boire un café chez nous, lui va considérer que si Starbucks n'est pas trouvable, Starbucks n'a pas bien fait son travail, alors qu'on n'est pas du tout sur le site de Starbucks, alors qu'on n'est pas encore dans l'expérience Starbucks. Donc l'expérience commence assez tôt. On a à chaque fois des grandes étapes qui sont Anticipate, Enter, donc c'est vraiment quand je vais rentrer physiquement dans le Starbucks. Engage, donc c'est tout ce qui va se passer entre le moment où je vais donner ma commande, où je vais payer, où je vais boire mon café, où je vais partir, jusqu'à j'ai pris la décision de partir. Ensuite on a Exit et ensuite on a Reflect. Sur la partie supérieure, Starbucks a identifié les expériences, les moments qui sont plutôt positifs et les moments qui sont plutôt négatifs. Donc typiquement, payer, c'est le moment où sortir sa carte, ils ont noté un moment que c'est impersonnel. C'est pas une bonne brief d'expérience, le moment où tu payes, parce que d'un coup, c'est jamais très cool de payer. Et ils ont identifié au-dessus, par contre, tout ce qui était du bonus. Donc ça va être les arômes. Quand on rentre dans le Starbucks, on est content parce que ça sent bon. Donc ça, c'est une expérience un peu améliorative. Ils ont mis leurs produits, ils ont mis le Wi-Fi, ils ont essayé de mapper l'ensemble des choses qui sont plutôt des plus et l'ensemble des choses qui sont plutôt des moins, et de voir comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on peut intégrer soit répondre à répondre à quelque chose de négatif par quelque chose de positif, ou en tout cas avoir une vue
hyper précise de l'expérience que vont vivre mes utilisateurs. Et ça, tout à l'heure, je disais que c'est hyper intéressant pour pouvoir éclaircir un peu le flou qu'on va avoir. C'est que si on ne fait pas ce travail-là, on n'est pas du tout capable de savoir que les utilisateurs, on ne s'est pas posé la question de la friction que va avoir un utilisateur au moment où il va rentrer dans le Starbucks pour savoir si par exemple il y a de la place ou il n'y a pas de place disponible. Si on ne fait pas cet effort de mapper l'ensemble de l'expérience, c'est très difficile d'identifier ces frictions-là. Juste rapidement, ce que montre aussi cette expérience map, c'est bon, depuis tout à l'heure, on a parlé un peu des graphiques, de process, de systèmes, etc., où c'était assez simple. Souvent, sur ce genre de document, en tout cas, ça devrait être un peu un document de référence pendant tout le développement du produit, jusqu'à ce qu'il y ait un shift, enfin, une itération, etc. Mais au moins au départ, ça devrait être un document de référence. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas du tout hésité à mettre du texte. Ça peut paraître un peu illisible, mais c'est pas très grave parce que ça c'est un document qui est en interne, c'est pas forcément quelque chose que vous allez communiquer. Et donc faut pas hésiter, ça en termes juste de faisabilité. Si cet après-midi vous faites une expérience map, donc vous pouvez commencer à tracer des graphiques et ce genre de choses, mais faut pas hésiter à implémenter du texte. Faut vraiment que ce document soit très clair et très exhaustif sur l'ensemble de l'expérience. Donc mettre du texte, c'est pas quelque chose qui est déconnant et c'est quelque chose qui est même utile parce que derrière, vous allez retirer votre map, vous l'avez affiché au mur. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe au début? C'est vrai qu'on avait défini ça comme ça. Est-ce que c'est toujours vrai ou pas? Voilà. Donc c'est une couche de détail qui est quand même assez importante. Un autre exemple, donc là pour le coup qui est vraiment du process, c'est une Customer Journey Map sur l'achat d'un téléphone portable. Donc on a un point de départ, on a 2 points de sortie qui sont soit la vente s'est effectuée en magasin, soit la vente s'est effectuée par téléphone, sur Internet. Et puis on va avoir évidemment des liens parce que de temps en temps on va voir en magasin et puis au final on achète sur Internet, ou alors on va d'abord voir sur Internet et puis après on va en magasin. Mais je dirais que la partie la plus importante, c'est l'endroit où ils ont mis des couleurs. Qui est l'illustration d'émotions, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'identifier à quel moment mon utilisateur il avait peur, à quel moment il était confus, à quel moment il avait besoin d'être réassuré, et ça leur permet de pouvoir y mettre en face, encore une fois, de sortir des chantiers et dire le vendeur, quand il accueille un client, on sait que la personne va être confuse puisque d'un coup il y a 30 téléphones qu'elle peut acheter, donc elle va être un petit peu perdue. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place pour que on réponde à cette confusion? Ça va pas être de la peur, parce que quand on rentre dans le magasin, on sait qu'on va être accueilli, donc on va pas avoir peur. Mais par contre, ça va être une autre émotion, et comment est-ce qu'on peut y répondre? Et encore une fois, ça permet de mettre des mots, pour le coup là des schémas, sur quelque chose qui est assez peu tangible, et c'est quelque chose qui est très propre à l'expérience utilisateur. C'est que c'est pas quelque chose qui est tangible comme une interface où on parle en termes de pixels. C'est quelque chose qui est beaucoup du ressenti, c'est quelque chose qui est une compréhension hyper fine de ce qui se passe, et tous les outils qui permettent de l'illustrer vont vous permettre de mieux le voir. On avait une slide qu'on a enlevée avec Albert Einstein qui disait si je peux pas l'illustrer, je peux pas le comprendre. Et c'est assez vrai, l'expérience, si on fait pas cet effort d'essayer de le dessiner ou de l'illustrer, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on en est si on fait les bonnes choses et d'avoir une vue globale. Tout à l'heure, pendant le trailer du documentaire, il y avait une designer qui disait qu'aujourd'hui, on a le choix, on a un grand nombre de choix d'applications, de services, de sites web pour beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a nos outils préférés pour travailler, on utilise Netflix plus que Canal Play ou ce genre de choses. C'est parce qu'on se sent connecté au produit. On se dire qu'on a littéralement une sorte de sentiment pour un produit qui est digital, un service qui est pas tangible, mais on a un ressenti. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je veux regarder Netflix and Chill, je vais me poser sur un canapé et regarder quelque chose à la télé. Clairement, je vais pas forcément allumer la TNT, je vais allumer Netflix parce que je me sens connecté au truc. Et je me dis, ouais, clairement, je trouverai mon compte là-dessus. L'expérience est hyper fluide. Quand je lance une série, ça découle tous les épisodes. C'est dangereux d'ailleurs, mais tous les épisodes se déroulent les uns à la suite des autres. J'ai pas besoin d'aller me lever, d'aller choisir, d'aller le télécharger, etc., etc. Donc l'expérience est tellement fluide. Je pense
que Netflix, en termes de ressenti, et d'ailleurs il y a même un mème autour de ça, c'est Netflix and chill, c'est devenu une expression courante, c'est que les gens ils sont tellement connectés aux produits que voilà, ça fait partie un peu du quotidien, ça fait partie un peu partie de nous, et cette map là le montre bien, c'est qu'il y a des fois où j'ai un sentiment d'un peu de peur, et il y a des fois où j'ai un sentiment de rassurance, etc. Et ça, c'est le genre de données que vous pouvez avoir en parlant à vos utilisateurs, en parlant à vos amis, à vos familles, etc. sur votre produit. Un autre exemple, c'est un travail qui a été fait par Nike, donc c'est moins sur le ressenti, mais c'était l'illustration de ce qui se passe entre les expériences en ligne, les expériences in-store, donc en magasin, et puis out of store, donc tout ce qui va être pop-up store et événements un peu, tout ce qui est événementiel. Et en fait, comment est-ce que toutes ces différentes bulles sont connectées entre elles, et ils ont fait l'effort de... le parti pris, c'est illustrer qu'est-ce qui fait partie du dreaming, donc tout ce qui va être un peu image de marque, embarquer l'utilisateur dans le délire entre guillemets de Nike et tout l'univers de Nike. Donc on se rend compte que tout ce qui est pop-up store, c'est clairement ça qui est recherché. Exploring, donc c'est là où je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc dans certains cas, je peux aller plus loin. Et cette map permet de savoir que potentiellement mon utilisateur qui était sur Nike.com, après il a été au Nike Trial Van. Donc peut-être que ça peut être intéressant de faire un lien depuis Nike.com en disant, en pushant particulièrement cet événement, en donnant un code pour pouvoir récupérer une sorte de goodies là-bas. Mais ça permet de comprendre quels sont les liens qu'on va pouvoir faire entre les différents éléments et de comprendre comment c'est organisé. Ce qui est marrant à voir, c'est que du coup, ce qui est en violet, c'est clairement ce qui est plus relié à la vente. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de chemin entre le côté sentiment marque, etc., exploration du produit, et que il y a qu'un chemin, qui est vraiment spécifique un peu à la vente. Donc tout ça, c'est un système, et c'est pour ça qu'on parle de contexte depuis tout à l'heure, c'est que tout le contexte fait que au final, ce chemin d'achat, il va beaucoup plus ressortir parce que je me suis attaché à l'environnement et au contexte. Un autre exemple, c'est un travail qui a été fait par Lego. Donc c'est pas un produit qui existe, mais c'était pendant leur moment de recherche. Lego identifie au milieu une personne, un contexte, parce que on a besoin quand même de ça pour parler de quelque chose de précis. Et ensuite, à représenter donc de manière circulaire, l'expérience commence principalement là, au début de Before, et en fait, ce que fait ce document, il identifie tous les éléments, toutes les étapes, toutes les sous-étapes. Là, c'est un voyage, c'est une personne qui voyage pour New York pour le travail, et on voit que le début de l'expérience, c'est contacter le département voyage de la compagnie. Ensuite, c'est booker les tickets. Ensuite, c'est les recevoir. Ensuite, c'est check-in à la train station. Ensuite, c'est check-in, aller jusqu'à l'aéroport de Heathrow. Donc, on a toutes ces différentes étapes. À chaque fois, il y a un petit smiley qui traduit si c'est plutôt quelque chose qui va être positif ou si c'est plutôt quelque chose dans lequel l'utilisateur va être moyen content, comme il l'explique, et qui identifie aussi les moments où on va avoir de l'espace. Ici, des break moments, donc des moments soit où il y a des cassures, ou soit des moments où l'utilisateur va avoir du temps pour faire quelque chose, et potentiellement là où Lego aurait un intérêt à proposer. Imaginons, il décide de travailler au moment où on attend avant de rentrer dans l'avion. Et là, ils vont se dire, ok, on a une ouverture pour pouvoir proposer une application ou un jeu, parce qu'on sait que dans toute l'expérience, il n'y a pas trop d'autres ouvertures. Donc, s'il faut proposer quelque chose, ça va être à cet endroit-là. Donc, pour le coup, c'est un travail qui est hyper précis et hyper décomposé de l'expérience de voyage pour quelqu'un qui voyage dans le cadre de son business. Pour rebondir sur ces break moments, récemment, on a téléchargé une application au boulot pour le tester, mais aussi c'est intéressant. Ça s'appelle Ivy, je vous le recommande d'aller voir. Ça s'appelle HIVY, c'est ça. Et grosso modo, c'est une application qui vous permet de mettre les vacances au boulot, etc., de poser ses congés directement sur une application.
Et donc c'est une application que globalement on s'en sert pas tous les jours parce qu'on pose pas tous les jours des congés. C'est vraiment bon bah ou alors dommage. Mais c'est vraiment une application qui est assez temporaire. On l'utilise une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois. Et concrètement ce que eux ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé à ces breakpoints. Ils nous ont c'était hier. Ils nous ont envoyé une notification sur nos téléphones ou par email disant c'est vendredi. Tu as un peu de temps sûrement à la fin de ton boulot, c'est vendredi, pense à poser tes congés pour Noël. Donc, typiquement, ça c'est un breakpoint dans le user flow, c'est un moment où on n'était pas actif, on n'utilisait pas activement l'application. Mais ceci dit, c'était pile poil au bon moment, c'était un vendredi, donc potentiellement un vendredi soir, en plus il était 18h, donc j'allais potentiellement arrêter de travailler, donc je pouvais prendre 5 minutes pour poser mes congés. Et ils ont utilisé ce breakpoint où j'utilisais pas l'application pour me ramener intelligemment à utiliser le service. Et on va présenter un travail qu'on a fait pour une start-up avec laquelle on travaille, qui propose, leur présentation rapide, c'est réussir à prévoir la période de dépendance pour les personnes âgées, basée sur de la donnée captée par des objets connectés. Donc ils ont une balance connectée, ils ont un actimètre et puis ils ont une tablette qui pose quelques questions. Donc c'est une expérience qui est assez complexe parce qu'il y a plusieurs produits, c'est une expérience qui est assez longue aussi parce que potentiellement l'utilisateur va l'utiliser pendant des mois. Et du coup le premier travail qu'on a réalisé avec eux, c'était identifier, donc comme sur la map de Starbucks, les grandes étapes. Donc on a une décision d'achat, on a un achat, on a l'installation de tout l'environnement, le premier usage et l'usage récurrent. Dans ces étapes, on a plusieurs sous-étapes. Donc la décision d'achat, elle peut se faire, soit on peut découvrir le produit sur une brochure, suite à une démonstration par téléphone sur le site web. Donc on est capable de savoir tous les moyens d'entrée. On a un questionnaire d'éligibilité, parce qu'on ne va pas vendre un produit si la personne ne fait pas partie de la cible. Ensuite, dans l'achat, on a l'ajout d'informations, les formules, le paiement. On a en fait tout ce process qui est illustré. Et ici, on retrouve le rôle que va avoir les différents acteurs de l'expérience, qui sont le partenaire, donc là dans l'occurrence c'est un assureur, l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur doit faire, qu'est-ce que le médecin doit faire et quand est-ce qu'il intervient, et qu'est-ce que la team YELF doit faire, c'est-à-dire proposer probablement du support au moment de l'installation, proposer un numéro sur le leaflet qui dit vous n'arrivez pas à installer, à synchroniser votre balance, appelez ce numéro-là, et réussir à mettre en place toutes les fonctionnalités qui vont permettre une expérience du coup fluide, sans cassure, une expérience qui va bien se passer. Là, vous voyez un visuel qui est plutôt stylé. En vrai, le matériel de base qu'on utilisait pour bosser avec YELF était beaucoup moins designé. C'était juste des blocs type Lucy Chart où on avait juste des connexions, où on pouvait se permettre de mettre des trucs en rouge, de poser des questions directement, de se dire, bah là, clairement, on ne sait pas trop, il va falloir qu'on teste, ou là, clairement, il y a une friction, ce genre de choses. Voilà. Pour faire une petite transition avec ce qui vient, donc on va passer sur les storyboards, on va rentrer encore dans un nouveau niveau de détail. Ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler une expérience map, mais qui est sur un niveau de détail un peu plus précis. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée cette semaine et pourquoi ce document existe aujourd'hui. Clairement, on travaille sur un projet assez long terme avec une start-up qui tourne autour de prendre un screenshot sur mobile et comment on optimise cette expérience. Et donc on avait eu plein de meetings, des process, on appliquait toujours le même process, on fait des wireframes, on fait un coup d'UI, on lance l'application, on teste sur les centaines d'utilisateurs qu'on a. Et là, on faisait une grosse refonte, une sorte de V2 sur l'application. On est parti pleine balle sur les wireframes. Et en début de semaine, je commence à me mettre à faire la couche graphique sur l'application. Je présente le produit à Adam, avec qui on travaille. Et il me fait, non mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui se passe là. Je fais, bah non mais je suis pas d'accord, c'est pas du tout la vision qu'on avait, la vision globale du produit. Et en fait, on avait juste loupé un peu cette étape de mapping, où on avait une vue globale des fonctionnalités, de comment ça se passait, etc. Ce qui fait que tous les deux, on avait une idée un petit peu subjective de l'application, on est parti sur quelque chose de faux. Donc même en appliquant des process,
Des fois, c'est assez facile de se perdre dans l'expérience utilisateur parce que, comme on l'a dit avant, des fois, c'est sur le ressenti, ce genre de choses. Donc, c'est hyper important d'être carré, et notamment sur l'expérience map, parce que ça doit être un document de référence. Donc là, on a des détails des fonctionnalités, qu'est-ce qui se passe quand je copie une URL ou quand je suis sur la home. Ok, j'ai tous mes trucs, qu'est-ce qui fait quand je tape, j'ai ces ensembles de fonctionnalités, etc., etc. Voilà, donc c'est très important. Rapidement, pour finir cette partie, s'il y a des choses à retenir pour cet après-midi réussir à faire des expériences map, c'est identifier les grandes étapes. Donc, comme je vous ai montré, souvent il y a des découvertes, décision d'achat, achat ou découverte, création de compte, deuxième connexion. Il va y avoir des grandes étapes comme ça, et dans lesquelles vous allez pouvoir après rentrer plus dans les détails, c'est quoi les sous-parties, mais c'est important d'avoir les grandes parties. Raconter l'histoire de gauche à droite, c'est très bête et méchant, mais je vous ai montré quelque chose qui sont un peu plus illustrés. C'est toujours un petit peu plus dangereux de partir sur les trucs circulaires et tout pour de la visibilité, donc gardez les choses assez simples. Illustrer les paramètres qui ont le plus de sens par rapport à votre service, essayez de pas tout mettre dedans. Tout à l'heure, je vous ai montré le rôle du médecin, le rôle de l'assureur, le rôle de l'utilisateur. C'est parce qu'il y avait un vrai enjeu de réussir à faire communiquer ces différentes personnes. Si vous, sur votre service, l'enjeu, il est récolter de la data, ça peut être plus intéressant de dire qu'est-ce que je récolte au moment où le mec se connecte la première fois, qu'est-ce que je récolte au moment où le mec crée son compte, qu'est-ce que je récolte au bout de la 3e connexion, de la 5e connexion. Donc ça dépend vraiment de quel est votre service. Et ensuite, utiliser de la couleur seulement sur les éléments à mettre en valeur. Ça, c'est un peu une grande règle de design ou de représentation, c'est essayer d'identifier, de mettre l'accent sur ce qui va avoir de la valeur, et souvent la couleur, c'est un bon moyen de le faire. Si vous voulez aller plus loin, il y a un très bon e-book qui a été écrit par Adaptive Path, qui s'appelle mappingexperience.com. Donc c'est des documents que moi j'adore lire, mais peut-être qu'ils peuvent être un petit peu lourds, mais si vous voulez creuser un peu ce sujet, n'hésitez pas à y aller. Et maintenant, on va parler du coup rapidement de storyboard, donc qui vient après l'expérience map. Sur l'expérience map, on a une vision qui était très macro, on ne rentrait pas vraiment dans le détail. Le storyboard va faire ce travail-là, va préciser un peu plus ce qui se passe clairement. Encore une fois, ce n'est pas du tout le niveau de dessin qui va compter, mais beaucoup plus ce que vous allez illustrer ou comment est-ce que vous allez illustrer. Donc là, c'est un storyboard rapide pour une application qui propose des deals pour pouvoir les transformer après au store. Donc principalement du texte et des dessins qui sont un petit peu dégueux, mais qui racontent une histoire et qui permettent de savoir quand est-ce que l'utilisateur va sortir son application, qu'est-ce qu'il va être en train de faire à ce moment-là, comment est-ce que ça se passe quand il va check out. Donc là c'est un autre exemple qui n'est pas très loin, même si c'est de sources différentes, mais c'est un dessin qui est très très simple. Vous voyez, c'est des ronds et des carrés, c'est pas compliqué à réaliser, et pourtant ça va raconter facilement une histoire, que ce soit pour discuter avec votre team, ou avec vos futurs utilisateurs, ou avec des investisseurs si vous avez besoin. Mais en quelques coups de crayon, on a compris que a priori la personne, il est au supermarché, il est en train de choisir un article, il pense à acheter du lait. Au moment où il va chercher du lait, il y a un autre personnage, parce que l'autre personnage est en orange, donc on comprend que c'est un autre personnage qui lui vole son paquet. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc l'histoire n'est pas très très pertinente, mais la qualité de la capacité à l'illustrer a beaucoup de valeur, parce que d'un coup, on est capable de mettre des mots ou on est capable d'illustrer une expérience qui, encore une fois, est difficile à illustrer, parce qu'on ne parle pas d'une interface qui se calcule en pixels, on parle de quelque chose qui se vit. Nous, on a fait ce travail-là pour justement Yelf, donc la même startup sur les objets connectés. Pour le coup, il avait un peu la double objectif avec ce storyboard, c'est comprendre et préciser qu'est-ce qui se passe clairement quand notre utilisateur commande, reçoit son kit d'objets connectés et l'installe chez lui, mais qui avait aussi l'objectif de pouvoir le présenter à des utilisateurs et aux investisseurs. C'est pour ça qu'on a passé un peu plus de temps à l'illustrer. C'est pas obligatoire d'avoir un niveau graphique aussi poussé, mais c'est aujourd'hui la meilleure manière qu'on a pour expliquer une expérience que les gens vont vivre. C'est juste représenter les gens en train de la vivre. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire qui est
je dirais, primordial si vous avez des objets connectés ou si vous vous inscrivez dans un espace ou s'il se passe quelque chose dans un environnement. Si vous travaillez juste sur une application mobile, ça peut être intéressant d'y réfléchir si l'utilisation de l'application mobile, c'est pas juste sur son canapé devant la télé, mais c'est potentiellement dans la rue, c'est potentiellement, je sais pas, dans un avion, peu importe. Par exemple, l'expérience avec Save, l'expérience sur les stands, a probablement dû ou aurait dû être storyboardé au début pour vraiment genre comprendre quel client il arrive, il dit bonjour, etc. et comment chaque étape qui passe. Et au moins c'est visuel, c'est humain et c'est facile à comprendre. Et le storyboard, c'est des très bons supports de communication. Ouais, c'est des bons supports de communication et ils permettent d'illustrer, je dirais, dans l'expérience map, le moment le plus important ou le moment où il risque d'y avoir plus de friction. Vous n'allez pas vous amuser à illustrer l'ensemble du parcours parce qu'il y a beaucoup d'écrans qui servent à rien. Mais par contre, les moments où il y a le plus d'enjeux, quand on va repasser dans le physique ou quand on va repasser sur une application, et peut-être que ces moments-là, ils nécessitent un peu plus de travail et réussir à faire ce travail-là. Peut-être que ça peut vous paraître du bonus, mais toutes les questions que vous allez vous poser pour pouvoir dessiner ça, ça veut dire préciser votre expérience et ça veut dire avoir une meilleure compréhension. Donc encore une fois, c'est pas forcément le résultat qui compte, mais c'est le fait de se mettre dans cette démarche-là et de se poser les questions que vont rencontrer vos utilisateurs. Et là, pareil, s'il y a quelques points à retenir, c'est privilégier plusieurs scénarios courts. N'essayez pas de faire une histoire qui raconte tout, du mec du début jusqu'à la fin quitte le service. Dites juste, ok, qu'est-ce qui se passe sur l'onboarding ? Le mec, on le contacte, on lui donne notre carte de visite, on lui envoie un mail une semaine après, et voilà, ça c'est l'expérience onboarding. Après, il y a l'expérience, comment est-ce qu'on travaille sur le projet avec des clients, ça c'est notre expérience, et l'expérience potentiellement, comment est-ce que les projets se terminent, c'est une autre expérience, et essayer de tout connecter. Encore une fois, raconter l'histoire de gauche à droite, de haut en bas, c'est un classique. Et pas hésiter à utiliser du texte. Il y a certaines choses qui sont difficiles à représenter visuellement. Vous écrivez, vous faites un gros point d'interrogation et vous mettez gros questionnement. Et voilà, vous n'essayez pas d'illustrer le personnage qui va être un peu confus, parce que ça ne sert à rien. Il y a certaines choses, gardez-le en texte pour que ça aille bien. Là pareil, deux livres à lire, donc là c'est encore plus lourd, c'est vraiment si vous avez du temps et que vous adorez ça, mais ce livre This is Service Design Thinking qui est très cool, qui explique justement, qui va un peu même sur l'expérience map et qui va aussi un peu sur le wireframing, mais qui explique les parcours utilisateurs et comment c'est de concevoir un service, et Design of Everything de Donald Norman, qui est un peu la bible du designer. Moi, ce bouquin, c'est juste un basique, il est vraiment très cool, c'est un bon bouquin de chevet en plus. C'est juste le sort de mindset qu'on nous on a un peu, c'est genre essayer de réfléchir, juste d'observer comment ça marche et de réfléchir un peu sur les mécaniques. Et ce bouquin il est vachement bien parce qu'il explique les mécaniques sur n'importe quoi, sur une poignée de porte, sur une théière, etc. Et pourquoi c'est fait comme ça et pas autrement, ou si ça avait été fait autrement, comment ça aurait été fait et est-ce que ça aurait été pratique à utiliser, ce genre de choses. Donc c'est un bon bouquin de chevet qui permet d'un peu avoir ce mindset utilisateur quand on réfléchit à un produit ou un service. Et enfin, on va finir sur les wireframes. Donc, si on suit la progression, vous avez d'abord vous avez eu une vue très globale de qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble, sur l'expérience globale. Ensuite, dans certains cas, qu'est-ce qui se passe, les cas que vous voulez traiter particulièrement. Et en fait, du storyboard, ça va être beaucoup plus simple de faire les wireframes et de savoir qu'est-ce que l'interface doit dire, quelle information doit être sur l'écran à quel moment, parce que vous savez dans quel contexte est-ce que l'application va être ouverte, vous savez pourquoi est-ce que l'utilisateur ouvrira l'application. Donc c'est toutes ces informations qui vont vous permettre de faire le travail de wireframe beaucoup plus facilement. Là encore, c'est pas du tout le niveau de dessin, souvent c'est des choses aussi dégueulasses qu'on fait, qui sont des carrés gris et du texte ou du faux texte, mais qui vont permettre de valider deux choses, qui sont les interactions hyper importantes entre les différents éléments. Si je clique sur cet élément, qu'est-ce que je vais avoir? Donc d'avoir une première vue, de pouvoir commencer à dessiner l'application avant qu'elle existe vraiment, et deux, aussi définir l'enchaînement des informations. Quel type d'information on va mettre sur la première moitié de page, en dessous qu'est-ce qu'on raconte, en dessous qu'est-ce qu'on raconte encore, avant de commencer à le raconter vraiment. C'est tout ce travail, souvent on dit que les wireframes c'est le squelette de l'application, c'est la structure, un travail sur les wireframes qui a
pas été bien fait, ça annonce forcément un travail sur le design final qui n'est pas bien fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien tourner. Il y a quelque chose, je devais avoir cette information avant et en fait je l'ai eu trop tard, et ben d'un coup mon expérience elle est nulle, pas parce que l'interface n'est pas jolie, pas parce que le logo n'est pas joli, mais simplement parce que c'est pas logique et ça suit pas ça n'a pas suivi mon déroulement. Donc passer un maximum de temps là-dessus. Cherchez pas à essayer de faire du beau tout de suite, c'est vraiment pas ça qui a d'importance. Si vous avez quelque chose qui tourne très bien, des wireframes qui tournent très bien, et ben ça fera beaucoup plus le job que si vous avez une mauvaise expérience et des beaux écrans. Donc, on est limite un peu plus, on reste sur cette slide, un peu plus extrémiste que ça, c'est-à-dire que nous sur les wireframes, quand on travaille, on essaye d'enlever un maximum de fluff pour éviter toute subjectivité, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de couleurs, etc. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on enlève tout le texte qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, par exemple, ici, là, on a une partie profil. Clairement, on n'a même pas mis un faux nom ou ce genre de choses, parce que c'est pas un niveau de détail qui est intéressant. Là où on a mis du texte, c'est sur la partie, le titre de la partie, bon, on ne voit pas très bien ici, mais le titre de la partie et le call to action, pas parce que les deux sont intéressants de commencer à penser au wording, ou ce genre de choses. Et puis même en termes de communication, c'est bien de voir un mot sur un call to action. Mais par contre, le nom du nom sur le profil, moi, concrètement, on s'en fout. Donc autant élaguer cette partie-là, parce qu'elle n'est pas utile, et de se concentrer sur les choses vraiment importantes. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait pour une startup avec laquelle on travaille, où on a identifié du coup sur le dashboard qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce gros carré. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, on ne sait pas s'il va y avoir de la couleur dessus, si c'est une photo, si le texte il sera en 15 ou en 16. Mais pour le coup, on s'en fout complètement. On veut savoir que quand on clique là-dessus, on a une deuxième page et qu'on a une structure qui est un dashboard avec à l'intérieur des boards, et que sur les boards, on peut ouvrir un écran pour avoir des screenshots, et dessus, pour pouvoir consulter le screenshot, et dessus avoir des commentaires, avoir des choses comme ça. Mais ce qu'on souhaite valider à ce moment-là, c'est que oui, il y aura des commentaires. Grosso modo, l'organisation de la page, elle sera comme ça. Il y a l'écran à gauche et puis les commentaires à droite. C'est ça qu'on veut valider avant qu'on commence à designer vraiment à proprement parler à quoi est-ce que ça va servir. Donc tout ce travail d'identification des zones, c'est pas très loin du zoning si vous êtes un peu à l'aise avec la différence entre wireframe zoning, mais c'est clairement ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est réussir à voir, commencer à voir à quoi est-ce que le produit va ressembler avant de le faire. Typiquement, ce genre de... Parce que je pense qu'on est bon après, il y a d'autres exemples ? Non. Ce genre de choses, vous pouvez... Enfin, nous, on le fait sur nos outils de Designos, mais si vous n'avez pas Photoshop ou Sketch ou peu importe, c'est des choses que vous pouvez faire hyper simplement, par exemple avec PowerPoint ou Keynote, où en plus on peut ajouter un niveau d'animation, ce genre de choses, et d'avoir l'enchaînement entre les écrans. Sinon, on vous recommande des choses type Balsamiq qui fait très bien le taf. Donc Balsamiq avec un Q à la fin, je crois. Et une fois que vous avez vos écrans, vous pouvez les exporter. Et nous on travaille uniquement avec un outil qui s'appelle InVision, donc la boîte qui a produit le documentaire de tout à l'heure. Et en fait, cette InVision vous permet de mettre des JPEG sur InVision et ensuite de tracer des zones cliquables. Donc ce qui est bien avec ça, bon là c'est un exemple où on n'avait pas besoin d'expliquer le contexte parce que c'était un document entre nous et le client, la startup. Mais si vous voulez tester, n'hésitez pas à mettre un peu plus de texte pour donner du contexte et vous à expliquer aux utilisateurs ou à vos amis et familles. Et ensuite, mettez-le sur InVision ou sur Keynote où on peut avoir l'enchaînement des écrans et allez le montrer sur votre iPad, sur votre laptop ou quoi, pour essayer de le faire tester. C'est les prototypes, ça c'est une phase où on peut essayer, on peut tout casser, on peut recommencer, etc. Parce que justement, on ne s'est pas embêté à mettre des couleurs, on n'a pas réfléchi à des codes graphiques, à des typographies et ce genre de choses. Donc c'est hyper facile de casser et de recommencer.
c'est vraiment hyper flexible comme outil. Donc pareil, les choses à retenir, commencer par des wireframes à main levée. Donc pareil, le dessin, on fait beaucoup de dessins avant de commencer à faire des choses, des petites boxes grises. Valider d'abord les interactions et les structures de page, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Enlever toutes les couleurs, typographie, photo, ne vous inquiétez pas de ça. C'est une bonne expérience. Elle passe un peu par du contenu visuel, mais elle passe beaucoup par un enchaînement et par la bonne information au bon moment. Plus que la formation belle et mise en valeur et tout ça. Donc rendre les wireframes cliquables, donc c'est exactement ce qu'Alexis raconte. Il y a des outils très simples qui permettent de prototyper. Vous définissez des zones, vous dites quand je clique sur ce bouton-là, ça m'amène à cette autre page. Utilisez ça au maximum parce que toutes les réponses que vous allez avoir sur l'expérience à ce niveau-là, c'est des réponses que vous avez eues avec très peu d'efforts, très peu de moyens. À partir du moment où vous mettez de l'effort graphique par-dessus, si la page n'a pas d'intérêt, et ben d'un coup vous avez perdu 3 jours puisque c'était 3 jours de discussion avec des designers pour faire une belle page, alors qu'en fait la page de base ne devait pas exister. Elle n'a aucun sens dans l'expérience. Donc faites bien attention à ne pas aller trop rapidement là-dessus. Et du coup c'est le dernier point, travailler l'UI des interfaces qu'une fois que vous êtes sûr que les écrans semblent fonctionner, ou vous voulez les tester, ou c'est pour aller chercher des réponses, mais ne le faites pas. Surtout faites le travail du X avant de faire un travail du Y, et faites pas un travail du Y trop tôt ou pour des mauvaises raisons qui sont je veux avoir quelque chose de beau, je veux avoir quelque chose qui claque. Tout ça, c'est pas ça qui va faire que derrière on est tous en train d'utiliser Snapchat, et pourtant Snapchat, moi je trouve que c'est dégueulasse, et pourtant l'expérience de Snapchat est super bien, donc moi j'ai envie de l'utiliser. Il y a des gens qui m'envoient des snaps, donc je reviens, et au final c'est pas parce que l'application est belle. Facebook a essayé de faire Hypershot, un Snapchat un peu plus joli, et au final ça fonctionnait pas, principalement pour d'autres raisons, mais encore une fois, l'UI vous permet pas c'est pas la réponse à toutes les questions, là où l'UX est beaucoup plus. Pareil, si vous voulez lire quelque chose, UXPin, qui est un logiciel qu'on n'utilise pas, mais qui permet de faire de l'UX, qui écrit beaucoup de e-books, et ils ont notamment écrit un e-book sur les wireframes. Donc si vous ne savez pas exactement comment faire, n'hésitez pas à lire ce e-book. C'est pas très long, et puis ça va vous apprendre, ça va vous donner les bases pour et UXPin le faire. qui est aussi un bon outil à utiliser pour faire des wireframes. C'est assez puissant. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long et trop utiliser un jargon de designer et que vous ayez pu un peu comprendre.